au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Gabriel Attal, bonjour. Bonjour. Alors après 6 mois de crise sanitaire, le gouvernement vient donc de présenter son plan de relance. Suffira-t-il justement à relancer la croissance et à éviter l'asphyxie de l'économie française? Et puis comment en matière, et là c'est un autre sujet, un autre thème de cette rentrée, comment en matière de lutte contre l'insécurité et de remise en cause de l'autorité, répondre aux attentes des Français et aux critiques des oppositions? Et puis quid de la stratégie de la majorité? Comment la République en marche et ses alliés entend-il éviter une nouvelle défaite électorale aux élections locales de mars prochain et aussi préparer 2022? Mais pour commencer, alors Gabriel Attal, le plan de relance, un plan de relance plébiscité selon les sondages par 2/3 des Français, mais des Français qui ne croient pas à la promesse du gouvernement qu'il n'y aura pas de baisse d'impôts. Alors est-ce que cela ne met pas en danger la reprise qui dépend beaucoup de la confiance des Français et donc beaucoup du fait qu'ils croient ou ne croient pas à la baisse des impôts? D'abord, vous l'avez dit, il y a un soutien très fort sur le plan de relance. On le constate effectivement dans les sondages, mais en se déplaçant sur le terrain, en allant à la rencontre des chefs d'entreprise, des salariés, des commerçants, des artisans, des petites et moyennes entreprises, on se rend compte qu'il y a un soutien très fort. Pourquoi ? Parce que d'abord, les Français, ils ont vu qu'on n'a pas attendu ce mois de septembre pour lancer un plan de relance. La relance, elle a commencé depuis le début. Le fameux « quoi qu'il en coûte » du président de la République, avec le chômage partiel, le prêt garanti par l'État, le fonds de solidarité, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on est capable de lancer un plan qui va permettre de se projeter dans l'avenir. Mais alors, les oppositions disent, ce plan vient quand même trop tard. Hein. Oui, mais moi, en écoutant certaines oppositions, j'ai un peu l'impression d'écouter La Belle au bois dormant. C'est-à-dire ils se sont endormis en mars, ils n'ont pas vu le chômage partiel, ils dormaient, ils n'ont pas vu le prêt garanti par l'État, ils dormaient, ils n'ont pas vu le fonds de solidarité, ils dormaient, et puis ils se réveillent maintenant en se disant qu'est-ce qui s'est passé depuis plusieurs mois. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a réparé. On a réparé, on a fait en sorte que les entreprises ne mettent pas la clé sous la porte, que les salariés ne soient pas licenciés. Et après avoir réparé, il faut préparer. Et préparer l'avenir. Et c'est ce qu'on fait avec ce plan massif de 100 milliards d'euros qui permet de créer des secteurs d'activité qui vont créer les emplois de demain. Alors sur la baisse ou la hausse des impôts. Mais moi, je suis parfaitement lucide sur le fait que les Français, évidemment, il faut les convaincre, il faut leur donner des engagements. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se déploie à leur rencontre. Ils ont l'habitude, les Français, on l'a vu dans les crises précédentes, qu'à chaque fois qu'il y a une crise financière et qu'il y a de l'argent nécessaire pour sauver l'économie, on finisse toujours par solder la crise en augmentant leurs impôts. Et vous dites non. Et là, on dit non. On prend un engagement qui est extrêmement clair. Il a été pris par le président de la République. Il est réitéré par les membres du gouvernement. Et je le redis devant vous aujourd'hui. Il n'y aura pas d'augmentation des impôts pour solder cette crise. On va même continuer à les baisser s'agissant des entreprises. C'est prévu dans le cadre du plan de relance. Mais on n'augmentera pas les impôts. Parce que ce qu'on souhaite, c'est que l'activité économique redémarre. On a besoin pour ça de confiance chez les chefs d'entreprise et chez les Français. Et c'est important de le réitérer. Je le refais devant vous ce matin. Alors, critique aussi relative au plan de relance portant sur les aides aux entreprises et le débat sur les contreparties. Est-ce que l'aide publique peut se faire sans condition quand on sait que sur les 100 milliards du plan de relance, 34 est alloué à la compétitivité, dont une baisse de 20 milliards des impôts de production? Contrepartie ou pas contrepartie? D'abord, il y a une contrepartie évidente, c'est l'emploi. C'est l'objectif principal, je pense, de ce plan de relance, c'est de garantir aux Français qu'ils pourront continuer à bénéficier d'emplois pour travailler, pour gagner de l'argent, pour se construire. Mais alors, vous voyez ce que disent les syndicats. Les syndicats, notamment la CFDT, et Laurent Berger n'est pas un opposant de premier plan au gouvernement, et il dit il faut aussi augmenter les salaires. Mais d'abord, moi je veux redire, on a fait des contreparties, par exemple, quand on a mis en place des plans massifs sur l'aérien, sur l'automobile, on a demandé aux entreprises concernées de prendre des engagements. Si on prend l'aérien, par exemple, sur la question de la lutte contre la pollution, sur la suppression des lignes d'avion intérieures, quand on a une alternative en train disponible en moins de 2h30, là vous avez des contreparties qui sont demandées. Donc contrepartie environnementale. Mais ensuite, quand vous faites une prime de 4 000 € pour les entreprises, si elles recrutent un jeune en CDD de plus de 3 mois ou en CDI, ou une personne en situation de handicap, il y a une contrepartie évidente qui est celle de l'emploi. La question qui est posée par certains syndicats et certaines oppositions, c'est de savoir s'il faut une conditionnalité. Ça veut dire à chaque fois que vous dépensez 1 euro pour une entreprise, allez regarder avec elle exactement ce qu'elle va en faire. C'est pas compatible avec notre objectif d'efficacité. Là, il faut un effet signal très fort et il faut un coup de fouet sur l'économie française. Et c'est pour ça que on veut que les choses soient simples pour qu'elles soient efficaces. Et qu'est-ce que Ensuite, évidemment, Laurent Berger, qu'est-ce que vous répondez à Laurent Berger qui veut des augmentations de salaire? Mais évidemment, il va y avoir un débat parlementaire qui va permettre
pour les parlementaires de faire des propositions qui peuvent à la fois poursuivre cet objectif de contrepartie et le renforcer, et la question des salaires et du pouvoir d'achat. Exemple, pour des aides massives qui sont apportées à des entreprises, on pourrait imaginer que les parlementaires proposent que ce soit, qu'il y ait comme contrepartie un dispositif d'intéressement et de participation pour les salariés, pour qu'une fois que l'activité revienne, eh ben, ils puissent en profiter. Donc là, c'est le retour le retour de l'intéressement, de la participation. Vous dites, on en a déjà parlé pendant des mois, ça va être fait, oui. Le gouvernement est d'accord, ça peut se faire dans le cadre du débat parlementaire. On soutient tout à fait cette perspective et les parlementaires pourront le proposer. Et c'est un exemple parmi d'autres contreparties qui peuvent être clarifiées. Intéressement et participation qui serait pour dans le cadre des entreprises, de toutes les entreprises. Oui, c'est notre objectif. Notre objectif, c'est de soutenir ce dispositif et ça va faire partie des discussions parlementaires qu'il y aura dans le cadre du budget. Moi, c'est le message que je veux passer, c'est que on a annoncé le plan de relance qui va être examiné dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021. Les parlementaires vont jouer leur rôle et aussi faire des propositions. Alors avec dans ce contexte de rentrée sociale plutôt vive, plutôt dure, le réveil des Gilets jaunes qui appelle à manifester samedi prochain avec Jean-Marie Bigard en tête de gondole, le gouvernement en attend quoi, en redoute quoi de cette saison 3 des Gilets jaunes? Bon, d'abord, moi, j'étais déjà au gouvernement quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Je continue à me déplacer sur le terrain. Et je vois bien qu'il y a des revendications qui ont été portées à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes sur la capacité finalement à mieux vivre de son travail qui reste réelle dans le pays. C'est pour ça qu'on continue Vous les comprenez, les Gilets jaunes ? Non, je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, ce que je dis, c'est que je comprends que les Français souhaitent que l'on continue à faire en sorte qu'on vive mieux de son travail en France. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, il y a des inquiétudes très fortes dans le cadre de la crise économique. Les gens qui ont peur de perdre leur emploi, qui ont peur de voir l'entreprise à côté de chez eux fermer ses portes. Et ça, je l'entends aussi parfaitement et je le vois sur le terrain. Après, vous avez qui viennent se greffer finalement à ces inquiétudes. Et vous avez ça depuis maintenant plusieurs années. C'est ce qu'on a vu aussi au moment du mouvement des Gilets jaunes. Certains groupes qui veulent profiter de ces inquiétudes et de ces peurs pour déstabiliser la République, ses institutions et déstabiliser le pays. Quand vous dites certains groupes, est-ce que vous pensez à certains syndicats, à certaines forces politiques? Est-ce que vous pensez à la CGT par exemple ou à la France Insoumise? Non, je pense plutôt à des groupes qui se sont formés, qui sont parfois complotistes, donc les qui Black défient Bloc, les institutions, oui, des groupes violents ou d'autres. Mais finalement, la question qu'il faut se poser, c'est de quoi est-ce qu'on a besoin en ce moment en France? On l'a dit à l'instant, on a besoin de confiance. On a besoin de visibilité pour l'avenir si on veut que l'économie reparte et si on veut que les Français continuent à pouvoir vivre de leur travail. Et donc moi, je le dis, je considère que le pays n'a pas besoin en ce moment d'être déstabilisé au moment où on a besoin de rassembler toutes ses forces pour le projeter dans l'avenir et pour relancer notre économie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et vous dites aux Gilets jaunes, ça suffit, c'est pas la peine de manifester? Moi, je donne d'injonction à personne. Il y a un droit de manifester qui est dans la Constitution et il y a un droit de grève qui est dans la Constitution. Ce que je dis, c'est que j'ai du mal à comprendre que dans le contexte si difficile, on voit bien qu'on est à un moment charnière pour notre pays, dans le contexte où on a besoin de relancer l'économie pour faire en sorte de continuer à bénéficier d'emplois pour les Français et donc de pouvoir d'achat, finalement on déstabilise ce moment-là. Et les Gilets jaunes, avec leur action, avec leur saison 3 du mouvement, déstabilisent l'action du gouvernement? Je fais toujours très attention parce que vous avez des Français qui se retrouvent dans ce terme de Gilets jaunes, qui ont évidemment aucune envie de déstabiliser le pays, qui ont des revendications, j'en parlais à l'instant, des craintes, des doutes, des inquiétudes. Je dis que certains cherchent à déstabiliser et qu'on n'en a pas besoin dans le pays en ce moment. Là, donc les Gilets jaunes le 12 septembre, avec, on n'a pas parlé de lui, Jean-Marie Bigard, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui participe à ce mouvement. La CGT le 17. Est-ce que vous parlez de risque de déstabilisation? Est-ce que le risque, c'est pas l'émergence d'un vaste mouvement social surfant sur les victimes, entre guillemets, sociales de la crise sanitaire? Vous savez, c'est toujours compliqué de parler pour l'avenir. Moi, je suis ni Cassandre, ni bisounours. Il faut regarder avec un principe de réalité ce qui se passe dans le pays. Je crois que vous avoir montré que je suis lucide sur les inquiétudes et les doutes qui peuvent exister dans le pays. Maintenant, je vous ai dit aussi que moi, je souhaitais qu'on puisse avoir un pays rassemblé de toutes ses forces pour lui permettre de rebondir. Et donc, on va évidemment suivre avec attention ce qui se passe, regarder, échanger avec ceux qui le souhaitent pour continuer à avancer. Et vous dites, le débat, c'est pas dans la rue, c'est à l'Assemblée, c'est au Parlement, c'est entre les forces politiques? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'à l'Assemblée nationale, il va y avoir un débat autour du plan de relance. Mais vous savez, moi, j'entends pas dans les revendications de ceux qui appellent à des mouvements, j'entends pas spécialement parler du plan de relance. D'ailleurs, ça serait compliqué. Quand vous avez aujourd'hui des personnes qui, et je pense là notamment à la CGT, qui annoncent des mouvements, il faudrait
comprendre et clarifier ce à quoi il s'oppose. Est-ce qu'il s'oppose au chômage partiel qui a permis de ne pas licencier des millions de Français parce que l'État a versé leur salaire à la place des entreprises? Est-ce qu'il s'oppose aux prêts garantis par l'État, au fonds de solidarité qui a permis à des entreprises de tenir? Est-ce qu'il s'oppose dans le cadre du plan de relance au dispositif de soutien à l'emploi, à l'augmentation de 100 € de l'allocation de rentrée scolaire, au repas à 1 € pour les étudiants dans les crous boursiers? Ça fait des années que ça c'était une revendication de forces politiques et syndicales de gauche, d'avoir un coût moindre pour les étudiants boursiers, pour se nourrir à l'université. On le fait. Est-ce qu'il s'oppose à tout ça? Il faut aussi clarifier ses objectifs. Alors, crise sanitaire, Gabriel Attal. Le gouvernement est donc de nouveau critiqué pour sa gestion maintenant, non pas des masques, mais du dépistage. Les laboratoires sont pris d'assaut, sans ciblage prioritaire, les délais s'allongent aussi bien pour les tests que pour les résultats des tests. Que répondez-vous aux critiques notamment des biologistes? Et puis, le gouvernement compte-t-il revenir sur sa stratégie de dépistage? Alors, d'abord, cette épidémie, elle nous a appris l'humilité et la modestie. Et donc, quand il y a des critiques, il faut les entendre. Ah oui, donc les écoutez, vous les entendez, qu'est-ce que vous leur répondez? Moi, j'entends, pour des Français qui ont envie de se faire tester parce qu'ils ont une inquiétude et qui doivent attendre plusieurs jours, j'entends parfaitement qu'ils considèrent que cette situation n'est pas normale. Et d'ailleurs, au passage, est-ce que c'est vrai que les ministres doivent se faire tester toutes les semaines? Non, il n'y a pas d'obligation. C'est comme tous les Français, on se fait tester si on a des symptômes ou si on a été cas contact d'une personne qui a été positive, ou si on se rend sur un événement où là, en l'occurrence, il faut avoir été testé. C'est ce qui a été votre cas hier? Ce qui a été mon cas hier, puisque je me suis rendu sur le Tour de France où, avec le Premier ministre, où une bulle sanitaire a été mise en œuvre pour protéger l'événement et protéger les cyclistes. Il fallait être testé. Je me suis évidemment fait tester. Donc maintenant, sur la stratégie du gouvernement. La France, aujourd'hui, est un des pays au monde qui teste le plus rapporté à sa population. Donc 1 million de tests par semaine. 1 million de tests par semaine. On teste plus que l'Allemagne, on teste plus que l'Espagne, on teste plus que l'Italie. On est un des pays au monde qui teste le plus. On a pour cela augmenté massivement notre capacité de test, en faisant en sorte de faire sortir les tests des laboratoires, en les amenant sur le terrain avec des barnums, en élargissant le nombre de professionnels qui peuvent faire des tests, en ayant recours à des pompiers, à des étudiants en santé, à tout type de personnel qui pouvaient venir renforcer. C'est beaucoup, 1 million de tests par semaine. J'entends que c'est pas assez encore pour beaucoup de Français qui voudraient pouvoir se faire tester tout de suite. J'insiste sur le fait qu'on est aussi dans un moment particulier puisque les Français rentrent de vacances, c'est la rentrée, ils ont peut-être croisé du monde pendant les vacances et ils veulent s'assurer, avant d'aller voir leur mère, leur grand-mère, qu'ils n'ont pas été contaminés. Donc il y a ce moment aussi particulier. Mais on va continuer à développer nos capacités de test et on va tout faire pour que le délai avant de pouvoir se faire tester soit réduit. Et le ministre de la Santé a dit que c'était l'affaire de quelques semaines maintenant. Alors j'entends là aussi que c'est long, mais quelques semaines avant qu'on puisse réduire sensiblement ce délai. Toujours lié à la crise sanitaire, et cette fois-ci au masque, le Conseil d'État examine aujourd'hui une saisine du gouvernement contre les décisions des tribunaux administratifs de Strasbourg et de Lyon, voulant modifier les arrêtés préfectoraux qui imposent le port du masque. Vous en attendez quoi donc de cet avis, de cette saisine du Conseil d'État? Et puis au-delà, des leaders des Républicains comme Rachida Dati ou ce matin Aurélien Pradier, le secrétaire général du parti, remettent en cause le principe du port du masque en extérieur. Que leur répondez-vous? Et puis au-delà, que répondez-vous aux campagnes contre le port du masque? Alors, 3 questions. Sur la première, ce que j'attends... 3 questions qui sont liées. Oui, qui sont liées. Sur la première, ce que j'attends de ce que va dire le Conseil d'État, nous, on attend de la clarté. Oui, parce qu'on dit c'est le gouvernement qui n'est pas clair, ce que dit l'opposition. Non, mais il y a eu d'abord des arrêtés d'obligation du port du masque dans un certain nombre de grandes villes, dans plusieurs rues et pas d'autres. Et là, à ce moment-là, on nous a dit, à juste titre, je crois, c'est pas clair. On ne sait pas quand on est dans une rue si on doit porter le masque ou pas. Et parfois, sur une même rue, il y a un bout où il faut porter le masque et un bout où il ne faut pas porter le masque. Ce qui était le cas à Paris. Ce qui était le cas à Paris, ce qui était le cas dans un certain nombre de villes. À Lyon aussi, au départ, vous aviez seulement certaines zones où le masque était obligatoire, à Strasbourg aussi. Et donc, à partir de là, il y a une discussion qui s'est engagée entre l'État et les élus des villes concernées. Et il a été décidé de dire, pour des raisons de clarté, que tout le monde puisse porter le masque parce qu'il sait que c'est le principe qui s'applique maintenant partout, on va rendre le masque obligatoire dans tout l'espace public de ces communes. Et un certain nombre d'arrêtés, 2 je crois, ont été cassés par des tribunaux administratifs, expliquant que c'était trop général et qu'il fallait s'adapter à la situation, à la densité de la population et à la circulation du virus. Et donc moi, je le dis, le souhait, c'est de ne pas revenir à une situation où un Parisien, un Strasbourgeois, un Lyonnais, peut-être quelqu'un d'autre dans une autre commune, ne sait pas s'il doit porter le masque ou pas dans la rue où il se trouve. On voit bien qu'il y a la volonté d'être clair et que chacun puisse se protéger. Donc ça, c'est ce que j'attends pour la première question. Les critiques des opposants, notamment Dati et Bradier, qui disent en gros, ça sert à rien. Moi, je
j'invite qui remettent en doute l'utilisation du masque en extérieur. Moi, j'invite à regarder la situation épidémique aujourd'hui. Il y a une reprise de l'épidémie qui est maintenant assez claire, avec un nombre de cas chaque jour qui est très important, autour de 8000, je crois, pour la dernière journée. Il faut se rappeler qu'au début du mois de juillet, ou à la mi-juillet, on était à 1000 cas. 1000. On est aujourd'hui à autour de 8000. Donc il y a une augmentation très importante. Et la question dans ce contexte-là, c'est est-ce qu'on a envie d'aller créer de l'incertitude, de l'incompréhension, ou est-ce qu'on a envie que les choses soient claires pour que les Français puissent se protéger ? Et je le dis là aussi avec une forme d'humilité et de modestie, parce que sur cette question des masques, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Moi, je me mets à la place des Français qui aujourd'hui doivent porter un masque le plus largement et le plus régulièrement possible, et qui entendaient il y a quelques semaines, encore et quelques mois, des membres du gouvernement et des scientifiques leur expliquer que le masque était inutile pour eux. Donc il y a déjà eu cette évolution-là, et on l'assume. La doctrine scientifique a évolué, les recommandations des organisations internationales aussi. Et vous avez aujourd'hui des responsables politiques qui veulent recréer de l'incompréhension et de l'incertitude. Je ne trouve pas ça très responsable. Et donc sur ces campagnes anti-masques ? Sur les campagnes anti-masques... De certaines associations, on va dire des associations et des mouvements complotistes. Oui, alors, d'abord, moi j'ai le sentiment que ça ne prospère pas beaucoup en France, contrairement à d'autres pays, je pense en Allemagne, où ça prospère beaucoup plus. Ensuite, moi je vais être très clair, j'ai jamais rencontré un mascophile, quelqu'un qui est heureux. Vous-même, vous êtes mascophile ou pas ? Non, mais personne. Je veux dire, personne ne prend du plaisir à porter un masque toute la journée dans la rue, à son travail ou dans les commerces. Maintenant, le sens de ce port du masque aujourd'hui, c'est de dire que il faut le porter beaucoup pour pas avoir à le porter pendant des années. Il faut le porter beaucoup pour permettre à l'épidémie de régresser et pour permettre de protéger les Français. C'est difficile, évidemment. Et vous avez effectivement des mouvements complotistes qui cherchent là-dessus à lancer des campagnes de déstabilisation. Mais encore une fois, j'ai pas le sentiment que ça prospère. Moi, j'ai le sentiment, quand je me déplace, quand je croise des Français qui sont très responsables. Et moi, je veux saluer aussi cette responsabilité de leur part. Alors, dans ce contexte, Gabriel Attal, le professeur Didier Raoult est visé par une plainte de l'Ordre des médecins qui l'accuse d'avoir vanté les mérites de l'hydroxychloroquine, un produit dont l'efficacité reste à prouver. Alors, comment vous accueillez cette plainte ? Et puis, il y a autre chose aussi liée au professeur Raoult. Nicolas Sarkozy a volé au secours de Didier Raoult, considérant que c'est une maladie française de trouver des boucs émissaires. Donc, comme Didier Raoult, comment ça vous fait réagir ? Bon, moi, sur le premier point, j'ai pas de commentaire à faire sur une plainte. Je comprends. Et sur Nicolas Sarkozy. Et sur Nicolas Sarkozy, il a les déclarations qu'il souhaite. Moi, si je peux essayer de prendre un peu de recul par rapport à ça, finalement, cette épidémie, elle a, je pense, permis au grand public, aux Français, y compris d'ailleurs aux responsables politiques, en tout cas pour ma part, de découvrir l'ampleur de la controverse scientifique et du débat scientifique. C'est quelque chose qui existe depuis toujours. Depuis des siècles, voire des millénaires. Vous avez depuis toujours des scientifiques, des médecins qui prennent des positions et puis d'autres qui viennent les contredire. Et j'ai envie de dire, heureusement, c'est grâce à ça que la science avance et que les progrès se font. C'est rentré dans le grand public et dans le débat public avec l'épidémie de coronavirus, et c'est finalement à ça qu'on est confronté aujourd'hui. Moi, je considère que ma responsabilité en tant que porte-parole du gouvernement, c'est pas de dire que je suis pour ou contre un médecin. C'est de constater qu'il y a des médecins qui s'expriment, que c'est toujours utile au débat, et que après, il appartient à chacun de reconnaître quand il s'est trompé et quand il a fait des déclarations. La France, un pays qui aime les boucs émissaires ? Ou qui aime trouver des boucs émissaires ? Je constate qu'on aime beaucoup effectivement les boucs émissaires. Je ne sais pas si c'est propre à la France. Je pense que c'est propre peut-être aux sociétés modernes, aux nouveaux modes de communication, aux réseaux sociaux, qui font qu'aujourd'hui, oui, peut-être qu'on se cherche des égéries et des boucs émissaires. Voilà, je pense qu'il faut essayer justement de ne pas rentrer là-dedans, en tout cas quand on est un responsable politique. On poursuit. Cette semaine a débuté les procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher. 5 ans donc après les attentats de 2015. Qu'est-ce que vous en attendez ? Première question. Et puis au-delà, il y a 5 ans, tout le monde, ou presque, disait « je suis Charlie, je suis juif, je suis policier ». 5 ans après, il apparaît que les Français ne sont plus dans le même état d'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a bugué dans la société française ? Bon, là aussi, c'est un sujet qui est très difficile, qui est quasi philosophique, mais moi d'abord, je veux éviter le pessimisme et le fatalisme. Moi, je crois qu'encore beaucoup de Français, et une grande majorité des Français, se retrouvent autour du fameux esprit Charlie. Alors j'entends certains qui disent, si aujourd'hui il y avait une nouvelle tuerie comme on a connu à Charlie Hebdo... Vous avez vu ce sondage sur les jeunes, et notamment sur les jeunes musulmans, qui sont beaucoup plus nombreux à rejeter l'esprit Charlie que les autres. Bien sûr, je l'ai vu. Mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, je ne sais pas si ce phénomène-là est nouveau, je ne suis pas sûr. Et encore une fois, moi, quand je regarde la France et les Français,
Français, je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que les Français aient changé d'avis sur ce sujet-là. On est le pays de Voltaire, on est attaché à la liberté d'expression. On est pour le blasphème, hein. Bien sûr, et ça, évidemment, ça reste dans nos valeurs, ça reste dans les valeurs de la République, et le président de la République l'a redit à l'occasion de l'anniversaire des 150 ans de la République. Maintenant, il y a ce procès qui permet justement de remettre ces sujets dans le débat. C'est un procès qui ne laisse personne insensible, parce qu'on a tous en mémoire ce qui s'est passé, parce qu'il y a des familles, il y a des victimes qui ont besoin que les choses soient dites, que les responsabilités soient clarifiées, même si les 3 terroristes ont été abattus. Il y avait des personnes autour d'eux, peut-être des complices, en tout cas des personnes qui les ont aidés. Et ce procès-là est très important. Il est aussi important pour l'histoire, parce que c'est un moment absolument terrible qu'a vécu notre pays. Alors dans ce contexte, Gabriel Attal, il y a le cas de la députée France Insoumise, Danielle Obono. Alors, on va d'abord dire les choses précisément. Au-delà de la caricature, au moins au relent raciste publié par Valeurs Actuelles, Danielle Obono, donc, qui est une élue, une députée de la République, continue à défendre sa thèse sur Charlie et à assumer le fait qu'elle n'avait pas pleuré pour Charlie. Elle l'avait dit en 2015, elle l'aurait dit aujourd'hui, et qu'elle n'était pas Charlie. Et puis Danielle Obono, qui était défendue hier au Trocadéro à la manifestation de la France Insoumise par celle qu'elle avait appelée ici même sur Radio J, ma camarade Ouria Boutelja, la porte-parole du PIR et antisémite Ouria Boutelja, a pris position, donc Danielle Obono a pris position sur les réseaux sociaux en faveur de la libération du terroriste libanais Georges Ibrahim Abdallah, condamné en 1984 pour avoir assassiné à Paris un diplomate américain et un diplomate israélien. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Bon, d'abord, moi, quand j'ai vu cette publication de Valeurs Actuelles, à laquelle vous avez fait référence et que j'ai été interrogé, j'ai eu des mots que je redirai aujourd'hui. Il y a peu de députés à l'Assemblée nationale dont je me sens aussi éloigné sur le fond des valeurs et des idées que Danielle Obono. Je pense même que c'est peut-être celle dont je me sens le plus éloigné. Et pourtant, je condamne évidemment ce dessin qui a été publié, parce qu'on ne peut pas accepter qu'un Français, qu'une personne, qu'un représentant politique, en l'occurrence, soit représenté dans ces conditions-là. Après, encore une fois, ça n'enlève rien à ce que je peux penser de ce que dit Madame Obono ou des personnes qui l'entourent. Vous avez fait une liste et vous avez rappelé un certain nombre d'états de service qui, je crois, parlent d'eux-mêmes. Il y a des propos qui sont graves et il y a des rapprochements qui sont graves aussi. Moi, le Parti des indigènes de la République, je le combats de toutes mes forces. Je combats cette idéologie mortifère qui consiste à dire qu'il faudrait séparer les Français selon leur couleur de peau. Qu'il faudrait racialiser la société française. Racialiser le débat. Et finalement, dans un moment de trouble et un moment de perte de repères, inviter les gens à se replier sur leur plus petit dénominateur commun et sur finalement ce qui leur permet d'être le moins inclus dans la République et dans la nation française. Et moi, je combats fortement ces idées-là. Son soutien, sa prise de position en faveur de la libération de Georges Ibrahim Abdallah, qu'est-ce qu'en pense le ministre, puisque vous êtes ministre, le ministre Gabriel Attal? Alors pour le coup, j'ai moins de connaissances de ce dossier-là que du sujet des indigènes de la République. Mais si c'est confirmé, là aussi, ça me paraît... Elle figure en photo sur Internet, sur Twitter, sur le site de Free Ibrahim Abdallah, avec une affichette « Libérer Ibrahim Abdallah ». Ouais. Là aussi, si c'est confirmé, ça me paraît grave. Je crois que cette personne elle demande une grâce de la part d'Emmanuel Macron en faveur de ce terroriste. Je crois que cette personne est emprisonnée pour l'assassinat de plusieurs diplomates. Un diplomate américain, un diplomate israélien, oui. Dont je crois, alors encore une fois, je ne prétends pas connaître tous les détails de tous les dossiers, mais qui ne les a ni contestés ni regrettés. Et donc, c'est encore une fois des engagements qui sont très graves de sa part. Alors, Gabriel Attal, le grand débat de cette rentrée, celui de l'insécurité, à côté de celui autour de l'autorité. Est-ce que Gérald Darmanin, je sais qu'on vous a déjà posé la question, mais je vous la repose, a raison de parler d'ensauvagement de la société? Moi, je veux redire que je regrette que quand on arrive sur ces sujets-là, on se laisse emprisonner dans des débats sémantiques. Mais qui est-ce qui s'est laissé emprisonner? C'est Gérald Darmanin ou c'est Éric Dupond-Moretti qui a dit moi je n'utilise pas ce terme à un moment. Moi en tout cas je vais pas me laisser emprisonner. Ouais. Et je vois bien que dans les médias, dans un certain nombre de médias, il y a la volonté finalement d'avoir maintenant une cartographie de la vie politique française en essayant de voir qui se positionne pour ou contre un mot. Ça pour moi c'est digne d'un débat de Scrabble. C'est pas digne d'un débat politique. Il y a les mots et puis il y a ce qui se passe, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ressent. Moi je me déplace toutes les semaines sur le terrain, partout en France. Les gens ils me parlent pas de savoir
savoir ils me demandent pas si je suis pour ou contre le terme d'ensauvagement. Ils me non, demandent, mais est-ce que Gérald Darmanin a eu tort d'utiliser ce terme? Mais chacun est libre d'employer les termes qu'il veut. Moi, ce que je dis juste, c'est qu'il n'y a ni mot magique, ni mot tabou. Il n'y a pas de mot tabou, parce que je viens de vous le dire, chacun peut employer des termes. Il n'y a pas de mot magique. On ne peut pas considérer qu'en employant un terme, aussi fort soit-il, aussi choc soit-il, ça va régler les problèmes des Français. Encore une fois, sur le terrain, personne ne me demande si je suis pour ou contre le mot d'ensauvagement. Il me demande, est-ce que vous avez des solutions pour régler le problème dans ma cage d'escalier, dans mon quartier, dans ma commune, où je suis en insécurité. Alors justement, vous dites qu'il n'y a pas de mot magique, il n'y a pas de mot tabou, mais il faut agir, en gros, il faut avoir des résultats. Ouais. Et les oppositions, qu'elles soient l'opposition de droite, républicaine, LR, ou l'extrême droite de Marine Le Pen, encore aujourd'hui, considère que le principal échec d'Emmanuel Macron, c'est l'échec en matière d'insécurité. Ouais. Qu'est-ce que vous leur répondez? D'abord, ce que je constate, c'est que... Droite, extrême droite. Ils sont tellement pressés d'avoir arrivé l'élection présidentielle qu'ils considèrent que le quinquennat est fini. J'ai entendu que ce soit notamment Xavier Bertrand dire c'est l'échec du quinquennat d'Emmanuel Macron. Non, c'est Orange Mécanique qui dit. Il reste, en tout cas, j'ai entendu aussi c'est l'échec du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il reste 2 ans. Et donc, ils sont tellement pressés de voir arriver l'élection présidentielle, ils sont tellement obsédés par l'élection présidentielle, ils en viennent à se dire que c'est fini. Et par ailleurs, à souhaiter l'échec. Enfin, moi, je le dis, et notamment s'agissant du Front National, il y a une volonté que ça ne fonctionne pas. Parce que c'est ça aussi qui leur permet de surfer sur les angoisses des Français et sur les difficultés que vivent les Français. Mais vous dites Front National ou Front National et les Républicains? Je dis qu'ils se rejoignent sur l'obsession de l'élection présidentielle et donc sur le sentiment qu'ils véhiculent que le quinquennat serait terminé. Ensuite, ce que je dis, c'est que on n'a pas attendu aujourd'hui pour agir sur la question de la sécurité. J'étais parlementaire en 2017, je n'étais pas encore au gouvernement. Une des premières lois qu'on a votées, c'est une loi qui s'appelle Sécurité intérieure, lutte contre le terrorisme. Ensuite, on a voté des budgets qui ont permis d'augmenter d'1 milliard d'euros les fonds dédiés à la sécurité. On a voté l'augmentation de 10 000 postes dans la gendarmerie et dans la police. On paye maintenant les heures supplémentaires des policiers, ça faisait des années qu'on en parlait, que c'était pas fait. On a mis en place une prime de nuit. On est en train de renouveler la flotte automobile de la police et de la gendarmerie, parce que quand vous êtes un policier, que vous devez aller courser des voyous dans la rue, bolides, si vous rentrez dans la voiture et qu'elle démarre pas, c'est quand même un problème. Donc voilà, on prend les problèmes les uns après les autres. Est-ce que ça veut dire que tous les problèmes sont réglés? Évidemment non. Moi, je suis pas là à vous dire tout va très bien, Madame la Marquise, et ça se passe bien en France aujourd'hui. Il y a beaucoup de Français qui vivent l'insécurité près de chez eux. L'insécurité ou le sentiment d'insécurité? Moi, je fais pas la différence entre les deux. J'ai vu ce débat, mais je vais vous donner un exemple. Mes petites sœurs, quand elles rentrent de soirée, elles se sentent pas en sécurité. Elles ont peur. Elles se font pas agresser, mais elles se sentent pas en sécurité pour diverses raisons. Est-ce que, parce qu'elles ne se font pas agresser, il faut considérer que c'est pas un problème et qu'il faut balayer ce sujet? Bah non. Si elles peuvent avoir des conditions qui font qu'elles se sentent plus en sécurité, c'est-à-dire un meilleur éclairage dans leur rue, c'est-à-dire peut-être un policier qui passe de temps en temps et qui circule dans le quartier où elles sont, bah c'est quand même mieux. Voilà. Donc je fais pas la différence. Sentir l'insécurité, bah c'est déjà être en insécurité puisqu'on la ressent. Et donc il faut agir. On a fait un investissement très fort sur la question des moyens de la police et de la gendarmerie, je le disais. Maintenant, il y a un enjeu qui est devant nous, c'est celui de la justice. Parce que le problème qu'on a en France encore aujourd'hui... C'est la rapidité notamment de la justice. La rapidité et l'effectivité des sanctions. Ce qui empoisonne la vie de beaucoup de monde, c'est de voir des personnes qui commettent des dégradations, qui commettent des agressions, et qui finalement peuvent continuer à empoisonner un quartier pendant des semaines, des mois, parce que ils mettent du temps à être convoqués et qu'ils mettent du temps à être... Donc qu'est-ce qu'il faut attendre justement dans ce domaine du séminaire qu'on nous a annoncé pour le 9 septembre, séminaire gouvernemental? Des mesures claires, de bon sens, mais précisément, pragmatiques. C'est pour ça qu'on fait un séminaire, c'est pour en parler. Oui, mais il y a déjà des idées qui sont en l'air là. Il faut qu'on arrive, je vais vous dire, au-delà des mesures, c'est quoi l'objectif qu'on veut atteindre et qu'est-ce qu'on veut voir sur le terrain. On veut que le gamin qui tague un mur, le lendemain matin, ils sont en train de nettoyer le mur. On veut que la personne qui empoisonne la vie d'un quartier en faisant du rodéo urbain avec une moto ou une voiture, elle se fasse confisquer immédiatement sa moto ou sa voiture. C'est beaucoup plus incitatif que de se faire convoquer par la police 6 mois après et à la fin de ne pas voir forcément de sanctions. Mais est-ce que ces mesures claires et de bon sens que vous nous annoncez, ça peut être mis en place rapidement ou alors il faut passer par un processus qui sera très long? Pour en avoir parlé avec Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui est absolument convaincu sur ces sujets-là. Il les porte avec une très grande force. Il nous en a parlé dès sa nomination dans le premier séminaire gouvernemental qu'on avait eu. Oui, ça peut se faire vite. C'est-à-dire avant la fin de l'année? En tout cas, ça sera... Parce qu'il y aura un processus aussi parlementaire, je suppose. Aujourd'hui, je ne sais pas vous le dire, puisque je ne sais pas quelles sont les mesures. Est-ce qui relève de la loi? Est-ce qui relève du règlement et des décrets? Mais ce que je vous dis, c'est qu'elles vont être annoncées rapidement et que l'objectif, c'est qu'elles s'appliquent rapidement pour
on les voit sur le terrain. D'ailleurs, Dupond-Moretti, qui on parlait d'ensauvagement tout à l'heure, il dit je veux pas utiliser ce terme parce que ça peut développer un sentiment d'insécurité. Il a raison ou pas? Alors, là, vous revenez sur le sujet. Oui, parce que vous parlez du Dupond-Moretti, donc je vous pose une question sur lui. Moi, il est garde des Sceaux, il a par ailleurs une expérience assez forte de la justice dans notre pays, et de ce qui se passe dans notre pays, de la société. Quand vous êtes un grand pénaliste comme lui, d'ailleurs, quand vous êtes un pénaliste, que vous êtes un avocat, vous avez une connaissance de la société, j'ai envie de dire, dans ses aspects les plus difficiles. Donc, j'ai pas de jugement de valeur à donner sur ses propos. Autre question qui se pose dans cette rentrée, et notamment après le discours du président de la République vendredi au Panthéon sur les 150 ans de la République, que faut-il attendre? Qu'est-ce que vous attendez du projet de loi sur le séparatisme annoncé par Emmanuel Macron? Des mesures très fortes et très claires pour empêcher... Mais c'est-à-dire je vais vous dire, pour empêcher qu'en France, vous ayez des groupes qui imposent dans un quartier ou dans une rue, pas encore dans une ville entière heureusement, mais on voit que dans certains quartiers ça existe, des lois qui ne sont pas celles de la République, qui sont d'inspiration religieuse. Voilà. Et donc très concrètement... Mais en gros, c'est un projet de loi qui est lié, qui concerne l'islam. Mais bien sûr que le séparatisme islamiste, c'est aujourd'hui une réalité dans notre pays, dans un certain nombre de territoires. Et donc il faut agir. Je vous donne un exemple. Vous avez donc ce sera une loi sur le séparatisme islamiste? Non, c'est une loi de lutte contre les séparatismes. Après, je vais laisser les ministres la présenter, mais vous me posez la question sur le séparatisme islamiste. Je vous donne un exemple. Vous avez aujourd'hui des associations qui sont créées, loi 1901, qui accueillent des enfants pour des cours de langue ou des cours de soutien scolaire. Et aujourd'hui, l'État a très peu, voire aucune possibilité de contrôler ce qui s'y passe et ce qui s'y dit. Et pourtant, vous avez parfois du lavage de cerveau qui se fait sur des enfants et sur des familles. Et donc, il y a des mesures très claires qu'il faut prendre. Lesquelles? Moi, je considère... Comment on contrôle, par exemple, ces associations? Moi, je considère qu'une association qui a vocation à accueillir des enfants, elle doit déclarer, avant d'être créée, les intervenants et les personnes qui interviendront devant les enfants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je considère ensuite que quand les services de l'État veulent contrôler ce qui se passe dans cette association, il faut sortir de ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire un délai de prévenance. Vous prévenez un mois à l'avance de la date et de l'heure du contrôle. Parce que c'est sûr, quand vous arrivez dans les locaux de l'association, il ne se passe pas ce qui s'y passe habituellement, puisque la date et l'heure du contrôle ont été donc on ne prévient pas, c'est comme les contrôles fiscaux, quoi. On arrive et puis on contrôle. Il faut que les contrôles soient plus efficaces. Voilà, je vous ai donné 2 exemples très concrets. Il y aura d'autres mesures, évidemment. Et c'est un enjeu qui est extrêmement fort, extrêmement important. Alors, actualité politique, contexte politique, climat politique, Gabriel Attal. Pour conclure cette émission, que vous inspire la rentrée des Républicains, pris dans leur débat interne sur le choix de leur candidat en 2020, et puis lié à ça, ces déclarations de Christian Estrosi qui appellent à un accord entre LR et LREM en faveur d'une candidature Macron en 2022. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a un moment de crise inédit dans l'histoire de notre pays, avec la crise sanitaire et la crise économique qui s'est installée. Et que, vous voulez dire que ça doit conduire à l'union nationale ou à une coalition large? Moi, ce que je dis, et je l'ai dit dès le début de cette émission, c'est qu'on a besoin de rassembler toutes les forces pour permettre au pays de rebondir. Et ça veut dire les forces économiques, ça veut dire évidemment les forces syndicales, mais ça veut aussi dire les forces politiques, à mon sens. D'ailleurs, j'entends dans les déclarations de certains responsables de l'opposition, que ce soit à gauche ou à droite, des responsables qui disent qu'ils voteront le plan de relance. Et je m'en réjouis parce que c'est de ça qu'a besoin le pays. Et vous avez, dans ce contexte-là, des personnalités politiques, c'est le cas de Christian Estrosi, qui, à mon sens, saisit la gravité du moment et appelle un rassemblement. Et moi, qui rejoins Emmanuel Macron... Appelle à voter Emmanuel Macron. Oui. Et moi, qui rejoins Emmanuel Macron en 2016 autour de l'idée de dépassement politique... Vous venez de la gauche, hein? Oui, je viens du Parti Socialiste, mais je considérais en 2016, et je considère encore plus aujourd'hui, qu'on peut rassembler des personnes qui viennent d'horizons politiques différents autour d'objectifs communs. En 2016, on n'avait pas la crise sanitaire et la crise économique qu'on connaît aujourd'hui. Et pourtant, déjà, je considérais, et je pense qu'on a eu raison, qu'on pouvait se rassembler. Aujourd'hui, avec la crise que l'on connaît, évidemment que c'est encore plus vrai. Et évidemment que je pense qu'un certain nombre de responsables politiques, et en tout cas d'électeurs, voient qu'on fait au mieux. On fait du mieux qu'on peut dans un contexte extraordinairement difficile. Et donc, moi, je tends la main à tous ceux qui souhaitent nous y aider. Vous tendez la main d'ailleurs aussi dans la perspective des élections cantonales et régionales de mars prochain. Là, Renaud Muselier, président de la région PACA, président des régions de France, ne rejette pas d'emblée la proposition de Christian Estrosi. Il pourrait même peut-être aller dans le sens de Christian Estrosi, puisqu'il dit que cette proposition est intéressante. Est-ce à dire que des accords
pourrait voir le jour au régional entre l'AREM et un certain nombre de présidents de région, les Républicains. Ça fait partie des sujets sur lesquels on va discuter dans les instances de La République En Marche. Alors là, chacun aura compris que je ne m'exprime pas en tant que porte-parole du gouvernement, mais en tant que marcheur et membre du bureau exécutif d'En Marche. Ça fait partie des sujets dont on va parler. Mais quand je disais tout à l'heure qu'on avait besoin d'un rassemblement des bonnes volontés autour du projet qu'on porte pour redresser le pays, ça veut dire évidemment qu'il doit y avoir un rassemblement des bonnes volontés autour d'élus locaux. Comme Renaud Muselier, par exemple. Alors là, pour le coup, je ne donne aucun nom et je ne me projette pas du tout sur des régions en particulier, mais au municipal, on a vu que dans un certain nombre de communes, on a considéré que les maires sortants ou des candidats qui souhaitaient devenir maires portaient un projet ou avaient un bilan qui justifiait qu'on les soutienne. Et on a assumé de les soutenir. Et qui a débouché sur un échec quand même important de La République En Marche. On a près de 10 000 élus. Comment vous locaux. faites pour éviter un échec semblable ? Mais encore une fois, ça fait partie des travaux qu'on va conduire dans les semaines et les mois qui viennent. Mais finalement, il faut qu'on garde notre boussole qui est celle de l'intérêt général et de l'intérêt des Français. Alors, boussole qui est celle de l'intérêt général et de l'intérêt des Français. Pour garder cette boussole, il faut qui à la présidence du groupe des députés En Marche ? Il faut Christophe Castaner ? Alors là, franchement, je peux pas moi. Vous êtes député, enfin vous étiez député. J'ai été député et j'ai même été candidat pour être président du groupe. Donc je connais un peu le sujet. Et ce que je peux vous dire, en tout cas, au regard de cette expérience, c'est que le groupe, c'est un moment très important dans la vie du groupe parlementaire qui est en train de se passer. Parce que quand on parle de la crise et de ce qu'elle implique, ça veut dire aussi que le groupe parlementaire va devoir être à la manœuvre. Donc Castaner ou pas Castaner ? Mais moi, j'aime beaucoup Christophe Castaner, comme j'aime beaucoup les autres candidats, mais c'est pas à moi aujourd'hui de dire aux parlementaires qui doivent choisir. Si vous aviez un pronostic à faire, ça serait quoi ? Je fais pas non plus de Vous voulez pas prendre position. Et si vous étiez député ? Vous tirez pour un homme ou pour une femme ? Je le suis pas. Donc ça a l'air de vous embarrasser cette question. En tout cas, j'ai pas envie de. Vous dites rien n'est joué, c'est ça ? Mais je serais embarrassé si j'étais député et que j'entendais des membres du gouvernement, et y compris le porte-parole du gouvernement, me dire pour qui il faut voter. Voilà. Autre question liée à l'actualité politique, est-ce que l'hypothèse d'un retour à la proportionnelle intégrale sur la base d'un scrutin départemental avec prime majoritaire proposé par le MoDem est d'actualité ? On a tous vu la proposition du MoDem et par principe, la proposition du MoDem, elle est regardée, c'est notre partenaire important dans la majorité. Deuxième chose que je veux dire, c'est que moi je me suis engagé avec Emmanuel Macron dans un programme présidentiel et qu'ensuite j'ai porté en tant que candidat aux législatives un programme législatif dans lequel figure l'engagement d'aller vers la proportionnelle. Mais pas la proportionnelle intégrale que propose le MoDem. Maintenant se pose la question de savoir quelle dose, comment on le fait. Mais ça sera fait. Si on a la question, est-ce que ça sera fait avant la fin du quinquennat ? Vous avez noté qu'on a engagé ce sujet-là et qu'on a essayé de le porter dans le cadre d'une réforme constitutionnelle et institutionnelle plus large, qui n'a pas prospéré, notamment parce que les sénateurs et l'opposition à l'Assemblée ont bloqué. Donc on a cette intention-là. Après, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quelle sera la dose, si c'est proportionnel intégral ou pas. Il faut aussi être réaliste sur le temps qu'il nous reste pour agir d'ici à la fin du quinquennat, sur l'ampleur de la crise économique qui est là et qui doit quand même rester notre premier objectif. Mais on a toujours ce souhait. Et moi, ce que je vous redis en tant que porte-parole du gouvernement, c'est que le président a pris cet engagement pendant la campagne d'avoir une introduction de la proportionnelle et que cet engagement, on va continuer à le poursuivre. La proportionnelle intégrale départementale, ça n'entraîne pas de redécoupage, donc ça peut se faire facilement, alors qu'une dose de proportionnelle entraîne un redécoupage et donc qui enterre ce projet de réforme. Donc fait partie de tous les sujets qu'on est en train de Donc c'est plutôt la regarder. Proportionnelle intégrale. Mais c'est la proposition qui est faite par le MoDem pour ces raisons-là, et c'est ce qui est aujourd'hui regardé. Moi, je ne sais pas vous dire aujourd'hui ce qui en sera. En tout cas, vous dites c'est regardé, aussi bien au ministère de l'Intérieur, à l'Élysée qu'à Matignon ou dans les ministères. Puis au Parlement, puisque c'est une proposition de loi, je crois. Mais c'est bien regardé au ministère de l'Intérieur. Bien sûr, tout ça est examiné, toutes les propositions sont examinées. Dernière question, Gabriel Attal. On parle beaucoup d'Édouard Philippe, il fait encore la une du Parisien aujourd'hui. Et le Parisien, donc Édouard Philippe qui caracole en tête des sondages, et le Parisien qui dit, est-ce qu'il ne pourrait pas être un recours pour 2022 ? Moi, le sens de ce que je vous dis depuis le début, c'est que je ne me projette pas comme certains dans 2022 comme si c'était demain. Ça serait même choquant, je crois, que moi, en tant que porte-parole du gouvernement, je sois là à me projeter sur 2022 alors qu'on est en 2020 et qu'il y a une crise sanitaire et économique inédite. Donc c'est pas un sujet d'actualité. Ça peut devenir un sujet d'actualité si Emmanuel Macron était empêché d'une manière ou d'une autre. Moi, je me projette encore moins dans cette optique-là. Moi, je souhaite qu'Emmanuel Macron il soit candidat à l'élection présidentielle en 2022, qu'il soit réélu parce qu'on a besoin de son action réformatrice pour transformer le pays. Et je me projette pas du tout dans ces scénarios-là. Merci en tout cas, Gabriel Attal, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.